Cette semaine, on s'intéresse au phénomène des sorcières Etsy. Notre collègue Salomé vient nous parler de son micromag qui présente le portrait de 4 femmes qui ont perdu leur sein. Et on accueille l'une d'entre elles, Ève Duché, qui documente sa vie sur TikTok en tant que jeune femme de 22 ans qui vit avec un cancer du sein stade 4. Bienvenue au Balado Urbania où, chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, puis je pense que c'est juste ici qu'on peut parler de sorcières et de cancer en dedans de 20 minutes. Moi, c'est Gab et malgré mon look de fille qui va au Mendy's après le Pilates, je suis une hippie qui croit au pouvoir de la pleine lune. Tellement granole. C'est vrai, hein? Super granole. J'ai dit ça à Florence tantôt. J'étais comme... Florence, je pense qu'il y a quelque chose dans les astres. Ben oui, je sais pas, vous, à la maison, si vous avez senti que dans les derniers jours, les dernières semaines, ça brassait. Oui. Mais autour de nous, beaucoup de gens ont vécu des transitions ou des petits chocs dans leur vie. Des changements de vie. Puis là, il faut que je dise que notre collègue Rafi, qui habituellement enregistre l'épisode, n'est pas là aujourd'hui car elle est malade, mais Rafi est très connectée au monde des sorcières et de la pleine lune et de tout ça. Donc, j'ai pas pu lui poser la question. Puis là, je vis de l'anxiété. Là. On vous revient là-dessus la semaine prochaine. On a hâte d'avoir son texte sur tout ça. Oui. Cet épisode sort le jour aussi de l'Action de grâce. Oui. Ça par rapport, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais-tu l'Action de grâce? C'est très anglophone, hein? Ben moi, je suis juste contente que ce soit congé en toute franchise. Donc, je célèbre le congé. Mais là, j'étais dépassée par mes recherches d'appartements. Je sais pas si... les gens qui nous écoutent sont aussi en recherche de logement. C'est comme pas du tout la saison pour ça, mais... c'est pour ça que c'est un bon moment. Oui, c'est ça. Pour chercher, je pense. Je pense que c'est un bon moment pour chercher, mais c'est tellement angoissant de pas savoir où tu vas vivre. En tout cas, moi, je vis ça comme un grand traumatisme de déménager chaque fois. Fait que c'est pas des bonnes semaines pour moi, mais c'est temporaire. Tu fais pas de Friendsgiving? Non, même pas. Toi, t'as des plans en famille pour non, je fais pas famille, mais je fais Friendsgiving. Ah oui? Entre amis, oui. OK. Puis tu invites les gens à la maison, vous faites un brunch? Des fois chez des amis, oui. Okay. Je trouve ça fun. Mais moi, j'aime ça créer des occasions. J'aime ça les célébrations, genre les fêtes, les trucs thématiques. J'aime vraiment ça. Fait que là, ça me crée une occasion. Il y a quelques semaines, on a fait aussi un concours de pizza chez Gab. Oui. Avec des amis, des collègues. Je suis arrivée deuxième. On faisait tous une pizza, puis on avait des critères très serrés pour noter les pizzas. Et Gab est arrivé deuxième. Je suis arrivée deuxième avec... c'était des critères déterminés par ChatGPT. C'était serré, genre... mais c'était pas si serré. Croûte tes pâtes. Impression générale. C'était très le fun. Hey, on est-tu nous partir ça? Sur les sorcières? Oui, on change de sujet. OK, mais à l'approche de l'Halloween, après Thanksgiving, j'ai envie de parler d'une tendance qu'on n'avait pas vu venir et j'ai nommé le marché florissant des sorcières Etsy. Wow! Pour les gens qui sont pas fans de macramé, Etsy, c'est une plateforme où des créatrices et des petites entreprises vendent indépendamment des produits faits à la main ou vintage. Fait que c'est un peu comme un marché aux puces, mais en ligne. Mm-hmm. Puis là, il y a comme une autre offre qui s'est développée dans les dernières années, soit celle de sorcières qui vendent des sorts personnalisés. Ces services-là coûtent pas super cher, puis promettent pas mal d'affaires. Au Québec, j'ai trouvé une sorcière qui propose, pour toi, une trousse de sorts et rituels pour le jour du déménagement à Montréal pour la modique somme de 21,98 $. Ça m'intéresse, honnêtement. Mais ça, c'est des gros prix. Parce que j'ai aussi vu des Bring Back Your Ex Spells à 5,44 $. Hey! Une aubaine? Sauter là-dessus. Ben, une fois que tu as payé la sorcière, elle exécute le sort avec son pouvoir ou son énergie. C'est comme pas clair pour moi. Puis tu reçois une photo de preuve que le rituel a bien été exécuté. C'est fait. Aucune ambiguïté. Qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Je sais pas. Ça m'intéresse beaucoup. Puis là, il y a 2 événements qui ont contribué à la montée en ligne, en popularité des sorcières Etsy cette année. Si vous n'êtes pas chronically online, vous avez sûrement pas vu ça passer. D'abord, il y a une influenceuse méga riche, Becca Bloom. J'ai une fascination pour cette fille-là. Je l'adore. Qui a affirmé avoir fait appel à une sorcière Etsy pour contrôler la météo le jour de son mariage en Italie parce qu'il annonçait de la pluie. Mm-hmm. Et finalement, le ciel s'est éclairci au moment de la cérémonie et on a eu droit à de magnifiques photos de son mariage sur Vogue. Oui. Hey, ça a fait toute une saga en ligne parce qu'en plus, les quelques journées après son mariage, les gens n'avaient plus de nouvelles d'elle sur TikTok et Instagram. Puis ils étaient comme, qu'est-ce qui s'est passé au mariage de Becca Bloom? Oui, parce qu'à cause des sorcières, ils pensaient qu'il y avait quelque chose. Exactement, mais finalement, tout a bien été. Elle était juste comme, j'étais fatiguée de mon mariage. Ouais. Ensuite, il y a eu l'affaire où 2 jours avant l'assassinat de Charlie Kirk, le site féministe américain Jezebel a publié un article dans lequel il mentionnait que la journaliste avait engagé plusieurs sorcières Etsy pour jeter un sort à Charlie Kirk. J'aime que c'est des sorcières Etsy. C'est toujours des sorcières sur Etsy. Puis là, c'était pas des vœux de mort, soyons précis, mais c'était plus comme des sorts pour que tout le monde l'aisse ou qu'il y ait des boutons, tu sais, ce genre de truc. OK. Mais après l'événement... Des boutons? Ben, c'est comme... Ouais, c'est un peu genre, on veut qu'il soit détesté des autres, on veut lui apporter de la malchance. On lui souhaite de l'acné. Ouais. Mais là, après l'événement, les recherches Google pour Etsy Witch ont augmenté de plus de 600 % et, fun fact, les sorcières qui avaient jeté les sorts ont été bannies de Etsy. Ils n'ont plus le droit de vendre leurs services.
Je trouve ça bon. Et là, qu'on croit au pouvoir des sorcières ou pas, on sait bien qu'il n'y a pas de preuve que les sorts fonctionnent. Un peu comme les voyantes ou les marabouts qui vendent leurs services dans les petites annonces du Journal de Montréal, on peut se demander à quel moment ces sorcières-là tracent la ligne entre faire profiter le public de leur pouvoir et charger du monde anxieux. Ouais. Dans le fond, ici, on transforme des pratiques spirituelles en services et on marchandise la spiritualité. Puis il y a des universitaires qui ont pensé la notion de capitalisme spirituel, donc une théorie qui soutient que la spiritualité contemporaine fonctionne comme un marché de biens symboliques où les entreprises, des coachs ou des sorcières Etsy, par exemple, promettent de la guérison morale ou l'accès à du sens existentiel dans le cadre d'un échange de cash. Puis ça doit être de plus en plus d'actualité, ce phénomène-là, à cause justement de la montée en popularité du christianisme chez les jeunes. Je sais pas, c'est ça. C'est vraiment l'idée que tu peux vendre ta spiritualité en ligne. Mais je pense que toutes les religions le font à quelque part. Là. Ben, je pense que oui. Il y a toujours eu des entreprises qui ont rôdé un peu autour des milieux plus religieux, je pense, et spirituels. Fait que ça m'étonne pas tant. Ça me fait penser aussi un peu aux pierres, les cristaux. Les cristaux. Les cristaux, ça a été une grosse affaire pendant quelques années. Je pense que c'est moins populaire qu'avant, mais je sais que tu pouvais payer des milliers de dollars pour avoir un très spécial. Oui, qui t'apporte chance, bonheur. Voilà. Mais je pense que ce que je trouve étrange là-dedans, c'est que, mettons, tu sais, les madames qui lisent des diseuses de bonne aventure, là, je sais pas, les dames qui font du tarot, tu peux aller voir une voyante, là, mettons, mais puis là, t'as pas de preuve que ça fonctionne, mais t'es devant elle, puis elle te tire au tarot. Là, c'est même pas où t'es au téléphone, puis elle te dit ce qu'elle voit pour toi. Là, c'est au-delà de ça. Tu commandes un truc en ligne, comme si c'était un Uber Eats, et c'est un sort, mais t'as pas de preuve que la personne l'a fait. Mais qu'est-ce que tu penses que ça a dit sur nous? Je trouve ça tellement drôle, puis je suis sûre que c'est un phénomène qui est quand même nouveau, là. Puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça en dit juste tellement long sur notre anxiété et notre besoin de reprendre le contrôle sur des choses sur lesquelles on n'a plus de contrôle. Genre, on est tellement anxieux et ça va tellement mal qu'on a besoin d'avoir l'impression qu'on a quelque chose à... Qu'on peut faire quelque chose. 5,44. Oui, c'est ça. Mais j'avais vu, là, j'ai pas la source, désolée, là, mais un article à un moment donné qui parlait de l'astrologie pour en popularité là, chez les jeunes, Gen Z, milléniaux. Puis que souvent, on a tendance à plus consulter l'astrologie quand on va mal, parce qu'on cherche à se raccrocher à du sens, puis on veut, on n'a pas le contrôle sur notre vie. Donc là, mettons, si toi, tu cherches un appart, t'es anxieuse, mais là, tu vas aller sur CoStar pour regarder ton horoscope pour la journée qui va te dire vous allez trouver la perle rare aujourd'hui, puis ça va te réconforter dans ton anxiété. Ben oui, puis je pense que c'est super normal. Puis je pense qu'on fait ça de plein de façons. Je pense qu'on voit les signes où est-ce qu'on veut en voir, puis ça nous apaise. Je pense pas qu'il y a de mal à ça, mais après ça, quand tu te mets à dépenser pour ça, là, je pense que c'est là que la ligne est un peu mince. C'est facile de... Ben puis est-ce que là, je voulais vraiment en parler avec notre collègue Rafi qui est tombée sous la pleine lune, mais je me demandais, mettons que t'es une sorcière, est-ce que c'est mal vu dans le milieu des sorcières de marchandiser tes pouvoirs, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que la pratique est trop noble pour qu'on fasse payer les gens pour ça? Est-ce que la pratique doit rester dans la spiritualité et dans le privé et pas être vendue, même si c'est pas cher? Tu sais, peut-être que c'est pour ça qu'ils vendent pas cher aussi, parce qu'ils se disent « Ah, je veux pas trop faire de profit avec ça », mais... Parce que 5,44, là, je reviens à ça, mais c'est vraiment pas... Tu payes pas ton loyer avec ça, là. Non, mais tu sais, si tu fais du volume, 5,44... Mais tu fais... Est-ce qu'elles le font pour vrai? Est-ce que c'est mal vu dans le milieu de la sorcellerie? Je pense que c'est une grande question. Est-ce qu'elles le font pour vrai? Dans le sens... C'est très flou, tout ça. Oui, mais est-ce que ça s'installe avec... Je me demande. Puis là, l'autre affaire que je me demandais, c'est si tu avais déjà vu, toi, dans ton feed TikTok... moi, ça m'est déjà arrivé, là, mettons, tu scrolles, puis à un moment donné, c'est genre, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai un message pour vous. C'est genre, j'ai tiré cette carte de tarot et comme, votre ex pense encore à vous. T'as jamais vu ça? Il y a eu une période, je pense qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans, il y avait beaucoup de ça dans mon algorithme, mais plus maintenant. Est-ce que mais je pense que dès que tu envoies un, il t'en envoie d'autres, fait que là, t'es plein de messages qui rentrent à toi. Là. Oui. Là, j'ai plus aucun message qui se rend à moi. Je pense que personne ne veut me connecter, là. Me contacter, me connecter. Ou je suis pas connectée. Ben c'est fort intéressant. Écoute, moi, ça m'intéresse peut-être pour l'Halloween de m'acheter un petit sort. Un petit sort. Est-ce que... Ben peut-être que pour ton déménagement, je pourrais... ça m'intéresse. Je pourrais t'acheter le 21,98. J'aimerais ça. Ça la trousse... Attends, je l'ai même noté. Ajoutez votre nom, votre date de déménagement, votre rue, quartier. Il y a beaucoup d'informations personnelles, là, je trouve. Votre signe du zodiaque ou un objet étrange que vous avez trouvé. Ah ouais? Dans l'appartement, genre? Et je personnaliserai vos pages rituelles avec de la magie personnalisée juste pour vous.
Qu'est-ce qu'on ferait pas? Ça, c'est la description du sort. J'aime vraiment ça, ça me tente. Surtout qu'il y a comme une petite malédiction autour de l'appartement que j'ai loué, peut-être. Une petite purification à la sauce Florence et pastel. On finit là-dessus? Ben oui. Je pense que c'est le moment où on accueille notre collègue Salomé. Salomé Marie, notre collègue journaliste, qui sort un reportage en fin de semaine sur le fait de perdre ses seins. Elle a rencontré 4 jeunes femmes, dont c'est le cas, puis elle va venir nous en jaser. Bien, en fin de semaine, en fait, quand l'épisode va sortir, le Micromag va être sorti et vous allez pouvoir le consulter. Consultez-le. C'est ça. Salut Salomé. Ça va bien? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Veux-tu nous parler un petit peu de ton reportage? Ben oui, tout à fait. Ben, je sais pas pour vous, mais moi, en pensant aux femmes atteintes du cancer du sein, j'ai longtemps eu une image bien précise en tête. Celle d'une femme dans la cinquantaine qui est tombée sur un bon cancer, un cancer dont on guérit. Ben, j'avais tort, comprendrez-vous. Non seulement on ne guérit pas toujours de cette maladie, mais elle frappe aussi de plus en plus de jeunes femmes. En 35 ans, les cas ont bondi de 45% chez les femmes dans la vingtaine et de 15% chez celles dans la trentaine, selon une étude publiée en 2024 dans le Canadian Association of Radiologists Journal. C'est très inquiétant, surtout considérant que ce cancer est plus difficile à déceler chez les jeunes femmes qui ne consultent pas régulièrement, comme le font des femmes un peu plus âgées et dont les seins plus denses compliquent l'imagerie médicale. Mm-hmm. Chez les jeunes, ce cancer tend donc à être diagnostiqué à un stade plus avancé de la maladie. C'est ce qui est arrivé à Eve, 22 ans, qui est avec nous aujourd'hui et qui est atteinte d'un cancer de stade 4. Durant la chimiothérapie, la perte de ses cheveux et les changements dans son visage lui ont donné le sentiment de perdre une certaine partie de sa féminité et la mastectomie n'a pas aidé à apaiser ce sentiment. Voulant préserver cette partie d'elle-même, elle a opté pour une reconstruction mammaire qui lui était vendue comme une opération simple et sans trop de complications. Mais des complications médicales l'ont menée à perdre son sein droit. Aujourd'hui, elle apprend à aimer son corps à nouveau et à ne plus le percevoir comme un objet médical, puis évidemment à retrouver sa féminité. Donc, pour mon Micromag, je suis allée à la rencontre d'Ève, mais aussi de 3 autres femmes qui ont dû dire adieu à leur sein en raison de la maladie. Une jeune mère célibataire qui avait hâte de se débarrasser de ses seins et avec eux de son cancer. Une amoureuse de la culture vintage et swing pour qui des séances photos de style pin-up l'ont aidée à se sentir belle et forte après l'opération. Tellement cool. Et une femme queer qui est bien heureuse d'avoir opté pour l'opération préventive et qui sent que sa nouvelle poitrine est en accord avec sa présentation de genre plus fluide. Donc, c'est 4 femmes, 4 parcours différents, mais qui ont tous une même résilience face à la maladie et au deuil des seins. En fait. Ça va tellement être un beau reportage, allez le voir. Esthétiquement aussi, c'est vraiment intéressant, je trouve, de repenser le corps des femmes sans les seins. Puis, c'est quoi les grands constats que tu as émis de ton reportage? Comment tu ressors de ça? Parce que c'est quand même un sujet, c'est full émotif quand même. Ben oui, ce que j'ai constaté, c'est que notre relation à nos seins varie tellement d'une personne à l'autre. Donc, de leur dire adieu... chaque femme a sa propre façon de vivre ça. Par exemple, comme je disais, il y a une des femmes qu'on a rencontrées. En fait, je suis entrée en contact avec elle juste après son diagnostic. Puis on l'a suivie un peu avant son opération. Elle l'a eu tout récemment. Là. Puis, elle, comment elle approchait ça, c'était d'une manière... elle avait vraiment hâte là, que ce soit fini parce qu'elle avait l'impression de porter son cancer dans son décolleté. Puis d'attirer les regards quasiment quand... Elle disait, ouais, j'ai un cancer du sein, les yeux se rivaient dans son décolleté. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi un rapport à la féminité, à la maternité qui peut être compliqué. Puis après ça, encore une fois, là, en parlant de féminité, la femme queer que j'ai rencontrée, pour elle, c'était... elle disait, j'aurais jamais fait l'opération si c'était pas de la prévention du cancer du sein, mais... Je suis tellement contente de l'avoir faite parce que je me sens bien dans mon corps maintenant. Parce que c'est une femme mais qui a une expression de genre plus masculine et donc exact. qui est très à l'aise avec le fait de ne plus avoir de sein finalement. Exact. C'est beau, je trouve. Super intéressant. Puis c'est ça, les autres profils, donc c'est des jeunes femmes à peu près de... Ils sont toutes dans la vingtaine, la trentaine? En fait, il y a Eve, 22 ans. On a une femme de 32 ans, une femme de 36 ans et une femme de 43 ans. OK. Donc, c'est toutes des femmes assez jeunes. OK. Puis est-ce qu'on sait s'il y a des mesures qui sont mises en place pour mieux accompagner les jeunes femmes qui pensent qu'ils ont peut-être un cancer du sein? Ou est-ce que la prévention... Moi, je me demandais ça aussi. J'étais comme là, comment... Tu sais, si t'es jeune, moi, je sais pas, dans ma tête, je suis peut-être jeune, mais peut-être plus, mais comme... comment tu...
si tu le diagnostiques tard, parce que, mettons, dans la trentaine, il t'encourage à commencer à faire l'auto-examen, mais je pense que, mettons, dans la vingtaine, j'imagine mal, toi, Salomé, chaque semaine, te dire, OK, je vais faire mon auto-examen. Ben c'est ça l'affaire, puis, tu sais, vous pourrez en parler avec Eve, mais, tu sais, je pense que pour beaucoup de femmes qui sont plus jeunes, quand elles vont consulter par rapport à des soucis en lien avec leur sein, souvent, elles vont pas être prises au sérieux parce qu'on va se dire, bon, ben t'as pas de cancer du sein dans ta famille, t'es jeune, puis aussi, c'est ça, comme je disais, à l'imagerie médicale, c'est plus difficile de voir un cancer dans des seins qui sont plus denses, donc plus jeunes. Donc, il y a beaucoup de femmes jeunes qui se font diagnostiquer sur le tard, tu sais. Je savais pas que quand on était jeune, on avait le sein dense. Là, oui, on a le sein dense, apparemment, quand on est plus jeune. J'imagine que quand t'allaites, là, ça fait ça. Moi, j'ai plus le sein dense, je vais vous le dire. Elle confirme. Ça a quitté, là. Mais aussi, en parlant d'allaitement, c'est intéressant, il y a une de nos protagonistes qui a été diagnostiquée 2 semaines après la naissance de son deuxième enfant. Ah. Puis elle avait un rapport vraiment spécial à l'allaitement. Avec son premier enfant, c'était comme quelque chose de vraiment magique. Puis elle sentait que c'était un lien vraiment fort qu'elle avait développé à travers ça avec son enfant. Puis avec la naissance de sa deuxième fille, elle était tellement heureuse de retrouver cette expérience-là. Puis c'était un bébé qui, elle explique, qui c'était un bébé parfait qui prenait bien le sein, c'était pas compliqué. Puis tu sais, quand elle a eu son diagnostic, pour elle, le deuil, c'était le deuil de l'allaitement, de ce lien-là. Elle avait l'impression de rompre un lien qui était vraiment précieux pour elle. Puis on dirait que pour elle, c'était moins une question de féminité, c'était vraiment la maternité, l'allaitement qui était comme difficile à vivre. Ben, je comprends, puis je sais que même pour les femmes en général qui ont des enfants puis qui arrêtent d'allaiter, c'est comme un gros deuil. Fait que j'imagine pas quand, en plus, c'est comme un peu prématuré, puis que c'est contre ton gré, puis que ton enfant, non, c'est pas que ton enfant veut plus prendre le sein, tu sais, c'est très, le deuil d'allaitement. On en a parlé déjà sur Molo, puis il y a Eugénie Lépine-Blondeau qui a fait une série de stories récemment parce qu'elle a arrêté d'allaiter son enfant, puis elle vivait un gros deuil, puis elle se demandait pourquoi on n'en parlait pas beaucoup. Fait que je trouvais ça intéressant si tu abordais ça. Vraiment. Bien, pitchez-vous pour aller consulter ce reportage qui est disponible sur le site d'Urbania. Puis là, on va continuer un peu de parler de ce sujet-là avec Eve, qui est ici aujourd'hui. Merci les filles. On fait chaise musicale. Merci Salomé. Cette semaine, mon invitée, c'est une fille que j'ai découverte sur TikTok dans un chemovlog. Donc oui, un vlog de chimiothérapie. Tu peux te joindre à nous, Eve. Ah, chemovlog? Un chemovlog. Elle s'appelle Eve Duché, c'est une Montréalaise de 22 ans, puis elle documente son quotidien avec un cancer du sein stade 4. Sur sa chaîne, on retrouve tout ce qu'on verrait sur le compte d'une fille de son âge, des fit checks, des mises à jour sur ses projets de tricot, des vlogs, ses nouveaux ongles. Sauf qu'à travers tout ça, il y a ses journées de traitement, les résultats de scan qui rentrent, puis les mises à jour sur sa reconstruction mammaire. Eve est beaucoup dans l'autodérision, puis contre toute attente, a réussi à faire rire en parlant de sa maladie. Son contenu, il est cru, il est drôle, il est touchant, souvent tout ça en même temps. Bienvenue au Balado Urbania, Eve. Salut les filles, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. J'ai commencé en disant que tu as un cancer du sein stade 4, puis ça, je pense que ça fait peur. Ouais. Fait qu'il faut que je commence par te demander comment tu vas. En ce moment, ça va bien. Ouais. Ça va bien dernièrement, ouais. Je suis dans une meilleure position que je l'ai été, mettons. Veux-tu nous parler un petit peu de ton histoire? Où est-ce que tu en es dans tes traitements? Ben oui, bien sûr. Dans le fond, moi, mon histoire, elle commence pile il y a 2 ans, donc en octobre 2024. Non, 2023, excusez. En octobre 2023, je suis pas capable de faire des maths ce matin. Dans le fond, j'ai senti une masse dans mon sein. Et évidemment, j'ai eu les mêmes réflexions justement que Salomé a mentionné. J'étais comme, je suis jeune et tout. Mais j'ai, pareil, voulu aller consulter parce que j'avais quand même un bon caillou dans le sein. Puis c'était inquiétant. Donc, j'étais allée consulter, j'étais allée voir ma médecin de famille. Elle m'a référé à une clinique du sein. Fait que j'allais vraiment voir une spécialiste qui diagnostique des cancers du sein on a daily basis, là, vraiment. Okay. Et elle m'a pas fait de biopsie ni de mammographie, elle m'a fait une échographie. Okay. C'est justement là où on reparle du sein dense, justement. Même si au toucher, on sentait qu'il y avait une masse, on la voyait pas vraiment à l'échographie. J'avais pas d'antécédents familiaux. J'avais 20 ans à l'époque. J'étais toute jeune. J'ai vieilli là, depuis 2 ans. Je te confirme que t'es encore toute jeune. Non, je sais, mais... fait que c'est ça. Puis... Fait qu'elle m'a dit, je suis pas stressée, hey, on se revoit dans 6 mois, on ajustera rendu là. Fait que moi, je me dis, bon, ben parfait. Puis tu veux entendre que la médecin n'est pas stressée. Fait que t'as pas le goût de pousser puis de dire, hey, non, mais peut-être une biopsie. Non, t'as pas le goût de pousser, tu veux entendre. Fait que tu prends le message que t'as pas le cancer, tu retournes chez vous puis tu dors sur tes 2 oreilles. Mais là, 2-3 mois après, mon sein, la masse continuait à grossir. Mon sein devenait lourd. Je commençais à avoir un peu de douleur. Je portais une brassière même pour dormir parce que mon sein, il était lourd.
Okay. Donc, j'ai décidé de retourner avant le fameux 6 mois. Et là, cette fois-ci, elle a fait « Bon, on va te faire une biopsie ». Donc, biopsie a été faite. Et une semaine plus tard, elle m'a annoncé que j'avais un diagnostic de cancer du sein. Donc, s'ensuit que je vais voir un oncologue, on parle de chimiothérapie, etc., etc. Mais l'étape qui suit le diagnostic, c'est de faire des scans pour avoir une imagerie médicale et une meilleure compréhension du cancer dans ton corps. Et pour, dans certains cas, voir si le cancer ne s'est pas propagé. Et le cas échéant était le mien. Donc, j'ai deux... en fait, j'en avais un peu dans les ganglions à l'aisselle et j'avais 2 masses de mon cancer du sein qui s'étaient maintenant retrouvées et logées dans mon foie. Okay. Donc, mon cancer s'était métastasié. Ouais. Et j'ai donc un diagnostic de cancer stade 4. OK. Donc, stade 4, ça veut dire que ça s'est propagé à d'autres organes que l'organe de base. Mais j'ai pas un cancer du foie. J'ai vraiment un cancer du sein dans mon foie. Okay. Je savais pas qu'on pouvait avoir ça, c'est intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est pas un cancer du foie. Ça se déplace, puis en fait, ça vient... c'est comme les cellules cancéreuses sortent de l'organe où le cancer a commencé, puis elles vont se loger ailleurs dans le corps. Puis le foie, c'est un des endroits vraiment fréquents où le cancer va se loger, mais sinon, on a les poumons aussi, ça arrive souvent, les os, le cerveau, etc. Fait que ça peut aller à quelques endroits dans le corps. Et donc, chimio. Ouais, et donc, chimio. En fait, normalement, quand tu es stade 4, c'est un cancer qui ne se guérit pas, donc qui est chronique, mais il se traite. Okay. Normalement, ce qu'on va faire avec les femmes qui sont peut-être un peu plus âgées ou qui ont un stade 4 un peu plus avancé, parce que moi, j'avais juste 2 petites masses, fait que c'est comme un petit stade 4, on va leur donner une médication de maintien, que j'aime appeler. Puis dans le fond, ça, c'est juste... c'est une médication qui va venir contrôler la maladie, mais on y va moins dans une approche très, très, très violente, comme la chimiothérapie, parce que justement, on n'est pas en mode guérison, si on veut. Mais moi, on a comme décidé d'essayer de faire le plus gros ménage possible, vu que j'étais jeune, sachant que j'étais capable d'en prendre. Donc, s'en est suivi la chimiothérapie pendant 6 mois. Pour ensuite, pendant ce 6 mois-là, on a appris que j'avais effectivement une mutation génétique qui expliquait le cancer du sein dans ma famille. C'est juste qu'on a été chanceux et personne avant moi n'a eu le cancer du sein. Je suis comme le précédent médical de mes parents, si on veut, au lieu de... Non, c'est des antécédents, mais là, moi, maintenant, on suit mon père grâce à moi parce qu'on l'a découvert dans mon cancer. Fait que c'est comme fait à l'envers. Okay. Mais non, c'est ça. Fait que à cause de ça, je suis à risque d'avoir des cancers du sein. Ça explique pas le 20 ans, ça explique juste le cancer du sein, mettons. Le 20 ans, on le comprendra jamais. Et à cause de ça, je suis vraiment à risque de soit développer un deuxième cancer ou de comme avoir des récurrences encore plus. Donc, on a décidé de faire une double mastectomie pour cette raison-là. Donc, à l'été 2024, j'ai eu une double mastectomie. S'en est suivi de la radiothérapie, qui est protocolaire après, pour traiter les ganglions autour du sein. Et après, je suis retournée en chimiothérapie pendant 3 mois. Ensuite, on a arrêté. On m'a mis sur la médication de maintien, comme je parlais au début, ce sur quoi je suis encore à ce jour. Et j'ai eu des petites opérations parce que, comme vous irez voir le micromag, on en parle plus en détail, mais où j'ai eu comme un petit échec, un gros échec en fait, avec ma reconstruction mammaire. Mais là, en ce moment, je suis sur la médication de maintien, comme j'appelle. C'est une thérapie ciblée, si on veut. Fait que c'est comme un peu... Ça fonctionne un peu comme la chimiothérapie, mais ça va moins attaquer les cellules saines. Fait que c'est un peu moins violent au quotidien, mais ça reste que ça vient avec certains effets secondaires. Et je suis aussi sur de l'hormonothérapie, et ça depuis le début, parce que j'ai un cancer qui est hormonal. Donc, si on veut, c'est qu'il mange des hormones. Mettons que je le simplifie au maximum. Donc, pour contrer ça, on m'a mis en ménopause. Donc, ça, c'est mon parcours. Jeune ménopausée. Oui, jeune ménopausée. La plus jeune ménopausée de l'île de Montréal. Non, mais pas vrai. C'est pour ça que je dis, j'ai beaucoup vieilli là, dans les derniers 2 ans. Là, j'ai traversé une ménopause. Qu'est-ce que ça change d'être ménopausée à 22 ans? Comment tu le vis dans ton corps? C'est ça. Au quotidien, c'est pas si présent que ça. Je te dirais, à part que je prends une pilule tous les jours, j'ai une injection aux 28 jours. J'ai quelques effets secondaires. Au début, j'ai eu beaucoup de bouffées de chaleur. Puis ça, c'était vraiment dur à expliquer aux gens. Comme les femmes de 50 ans qui sont ménopausées. Mais vraiment, là, le truc, c'était vraiment de s'habiller en couche. Fait que tout le temps une camisole avec une veste. Parce qu'après une bouffée de chaleur, t'as froid parce que tu viens d'avoir super chaud. Fait que... Puis des fois, il y a des femmes qui faisaient des commentaires de « Ah, mon Dieu, j'ai d'avoir une bouffée de chaleur. » Puis je suis comme « Je comprends. » Puis ils savent pas à quel point je comprends. Là. Fait que vraiment...
Fait qu'il y a ça, mais ça s'est calmé dernièrement. Donc, on touche du bois ou on paye une sorcière pour pas que ça revienne. 5,44. Ouais, un ou l'autre. Je sais pas si on est des experts dans le cancer. Puis, ta douleur articulaire qui commence, des trucs comme ça. Non, je veux pas, à la ménopause, tu perds la densité osseuse. Fait que faut que je fasse attention parce que je pourrais faire comme de l'ostéoporose plus jeune, des trucs comme ça. Puis, au long terme, ben, c'est le deuil d'une certaine fertilité que je ne pourrais pas vivre. Puis aussi, on a parlé des seins aussi, mais t'es comme... Ça va aussi que j'allaiterai jamais, mais j'aurai aussi jamais d'enfant parce que ça serait une douche hormonale sur mon corps qui est un risque qu'on n'est pas prêt à prendre quand on a un cancer hormonal. Fait qu'à long terme, c'est ce deuil de fertilité très, très jeune. T'sais, on dirait que... Ouais. T'étais même pas rendu à penser à ça, non, c'est ça, exactement. Donc, c'est comme confrontant, c'est sûr. C'est très confrontant. Je trouve que quand on pense au cancer, je trouve ça intéressant que tu parles de maladies chroniques parce que quand on pense au cancer, on pense à la chimio ou une personne qui est en rémission, puis toi, tu es comme ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce que tu trouves ça important, toi, de parler du fait que tu as une maladie chronique? Parce que je trouve que c'est pas... Je trouve que dans les médias, on va vraiment parler justement dans les films ou juste comme dans la promotion du cancer, on va soit parler justement de cette personne en chimio qui est chauve et qui est au bout de sa vie, puis c'est pas facile, de la personne qui va littéralement mourir demain, genre, ou de la personne qui est cette battante, qui a genre réussi à passer à travers son combat qu'on n'a pas choisi et que moi, je ne vais jamais guérir. Donc, c'est pas un combat, là. On me l'a vraiment imposé, là, vraiment, on s'entend. Donc, j'ai l'impression que c'est pas vendeur d'être stade 4, mais stable. Fait que j'ai une apparence très... j'ai l'air d'être en santé, mais je vis mon lot de défis et je suis encore à ce jour malade. Et j'ai quand même une grosse maladie, veux pas, même si ça apparaît pas sur mon quotidien. Fait que j'ai l'impression que c'est pas vendeur et qu'on n'en fait pas la promotion. Fait que les gens ont beaucoup de la misère à comprendre que je suis pas en rémission, mais je vais pas mourir demain non plus. Puis c'est dur de devoir rappeler aux gens que c'est pas parce que j'ai l'air bien que je suis guérie. Parce que je veux pas être pessimiste, mais en même temps, je veux rester réaliste à mon diagnostic. Puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a des gens qui peuvent vivre très, très longtemps avec un cancer contrôlé, même si ont le cancer, justement, ça prend une forme chronique. Puis je trouve que ça vient un peu apaiser le diagnostic pour le moment. Quand t'es pas en crise, ça fait du bien de dire que c'est une maladie chronique et non comme terminale. Ben, d'où je trouve la pertinence de ta présence sur TikTok. C'est la réalité de tellement de gens de vivre avec une maladie chronique, mais pourtant, on les voit pas dans les médias, sur les réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à publier sur TikTok? Au début, c'était vraiment... Ben, c'est sûr que moi, j'ai vraiment cherché à... TikTok, c'est mon média social. Je suis Gen Z through and through. TikTok, c'est le média social que j'utilise le plus. Ouais. Donc, j'ai cherché un peu à aller voir s'il y avait d'autres gens qui ont eu comme un cancer jeune, mais métastatique, parce que veux pas, même si j'ai justement un cancer qui est très, très populaire, je me sentais très seule dans mon diagnostic parce que soit j'étais stade 4, et les autres femmes stade 4 étaient plus âgées, soit je trouvais quelqu'un de jeune, mais elle était comme stade 2, donc elle allait guérir bientôt. Donc, je me trouvais comme très isolée dans un diagnostic qui est pourtant très commun. Et j'avais un peu besoin de trouver des repères, puis juste un peu pour se projeter, voir des gens que ça faisait plus longtemps que moi qui vivaient avec la maladie. Puis juste aussi comme pour avoir des réflexions et tout, parce qu'honnêtement, c'est très, très peu documenté. Puis c'est pour avoir un point de repère. Fait que ça, c'est la première chose, puis j'en ai pas trouvé. Vraiment, là, j'ai trouvé comme peut-être une jeune au Québec qui malheureusement est décédée maintenant, qui avait un cancer différent de moi puis qui a eu des complications très différentes. Mais juste ça m'avait amené beaucoup de réconfort d'avoir sa plateforme. Puis elle m'a beaucoup inspirée dans ce que je fais aujourd'hui. Et l'autre partie, au début, c'était pas pour le grand public, c'était vraiment pour mes proches. Parce que je suis la première personne qui a une maladie aussi importante dans la vie de beaucoup de gens de mon âge. Les gens n'ont jamais été confrontés, à des cancers avec leurs grands-parents, mais pas avec leurs amis, pas avec leurs collègues de travail ou leurs collègues à l'école ou quoi que ce soit. Fait que j'avais besoin de montrer un peu ce que je vivais. Justement, le chemovlog. Mais quand je vais en chimiothérapie, je te dis « Hey, moi, demain, j'ai la chimiothérapie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? » C'est tellement abstrait un peu, les traitements puis le quotidien. Fait qu'au début, je faisais vraiment ça pour montrer ça aux gens autour de moi. Puis je me suis dit, j'ai toujours été très, très privée. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas juste poster ça de façon publique.
voir si ça peut pas les rejoindre d'autres personnes, puis tant mieux si ça le fait. Puis sinon, ben moi, je reçois full de support de mes amis, les gens commentent mes vidéos, ils m'envoient de l'amour et tout. Fait que juste ça, je suis vraiment satisfaite, peu importe la plateforme, si elle prend de l'expansion ou non. Mais c'est vraiment pour mettre des images sur des mots qui veulent absolument rien dire pour le commun des mortels. Puis tu fais aussi vraiment... tu sais, ton ton, il est super léger, dans le sens que tu abordes des sujets quand même deep puis sérieux, mais tu réussis comme à en rire puis à faire des blagues avec ça. Pourquoi c'est important pour toi que ce soit pas lourd sur ta page TikTok? Ben déjà, c'est vraiment ma personnalité, là. Comme je pense que vous avez peut-être pu le voir dans les 5 dernières minutes, je dédramatise beaucoup. Puis je trouve que c'est possible d'avoir une vulnérabilité sans pour autant être dans l'émotion. Puis c'est un peu mon mot d'ordre. Fait que j'ai le goût de nommer les choses, puis je vais le dire que ça a été difficile, mais je suis pas obligée de le dire que ça a été difficile en pleurant ou quoi que ce soit. Je pense que aussi, j'adresse les choses une fois que j'ai un pas de recul. Tu sais, j'ai pas fait un chemovlog à ma première chimio. Je me suis laissée la vivre en privé, puis absorber ce que c'était. Je l'ai fait, en fait, le chemovlog sur lequel tu es tombée, c'était ma dernière chimiothérapie. Okay. J'avais eu 22 cycles avant pour me pratiquer à m'exposer au public. Même chose quand j'ai raconté mon diagnostic, ça faisait 1 an et demi que j'avais mon diagnostic et tout. Fait que je pense que je trouve ça important de documenter les choses et d'avoir une vulnérabilité, mais c'est pas moi d'aller dans le drame ou quoi que ce soit. Je trouve ça fun aussi d'être capable d'en parler de façon normale parce que moi, c'est mon quotidien. Ouais, fait que je peux pas tout le temps être en mode drame parce que moi, quand je l'annonce aux gens maintenant, là, c'est comme, ben j'ai ce cancer-là, ça veut dire ça ressemble à ça, on peut passer à autre chose. C'est vraiment... Je peux pas être tout le temps dans l'émotion parce que moi, c'est ma vie du quotidien, là, puis j'essaie de comme dédramatiser ça. Puis je pense que moi, en dédramatisant, ça permet aux autres de plus facilement l'approcher parce que c'est tellement tabou. Puis les gens sont comme, mais je peux-tu dire ça? Je peux-tu pas dire ça? Et moi, j'en ris, tu peux en rire. Puis si tu dis quelque chose que j'ai pas apprécié, je vais te le dire, tu vas t'ajuster, puis on va passer à autre chose. Mais ça invite les gens aussi à avoir un ton moins dramatique quand ils viennent me voir, puis sont pas... Ah, mais comment tu vas? Non. Hey, ça va bien, merci, bonne fin de journée. C'est vraiment pour ajuster le ton aussi des autres, comment ils m'approchent. Ouais. Ben là, ta page, toi, est quand même légère, même si ça parle de sujets plus deep. Mais en ligne, on retrouve aussi d'autres groupes, que ce soit des pages Facebook ou des coins sombres de TikTok où on parle de maladies, de cancer, puis que ça peut rapidement devenir anxiogène. Est-ce que tu as eu cette expérience-là, toi, en rejoignant des groupes sur le cancer du sein, par exemple? Oui, absolument. Je te dirais que quand j'ai eu mes diagnostics, je me suis mise sur des groupes Facebook. Et honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui trouvent réconfort là-dedans, mais force à elles, parce que moi, c'est vraiment pas pour moi. Puis je fais l'erreur à chaque fois que je commence un nouveau médicament de me dire « Ah, je vais mettre sur le groupe Facebook du... » Mettons, mon dernier médicament, c'est le ribociclib. Je vais mettre sur le groupe Facebook du ribociclib. C'est très anxiogène et c'est beaucoup de désinformation, je trouve. Puis c'est beaucoup de femmes qui vont partager que le négatif. Fait que, admettons, mon dernier médicament, il y a une petite... Pour le médicament que je suis en ce moment, il y a une petite portion de risque que je perde mes cheveux, OK? Fait que là, moi, je me dis, je vais aller regarder sur le groupe Facebook, ça ressemble à quoi l'expérience des autres femmes? Toutes les femmes ont perdu leurs cheveux sur le truc. Mais quand tu regardes sur la notice, c'est 10% des femmes. Fait que je trouve que des fois, il y a des phénomènes négatifs qui sont amplifiés sur les groupes Facebook, parce que c'est sûr que les gens vont là pour chialer, ils vont pas là pour partager nécessairement que des bonnes nouvelles. Fait que des fois, je trouve que je suis mieux de pas les lire, peut-être. Mais puis c'est aussi beaucoup de gens qui se donnent des conseils entre elles, alors que moi, je pense qu'il y a des gens qui sont payés et qui ont fait beaucoup d'études pour répondre à ces questions-là, mais c'est peut-être aussi une façon de... C'est peut-être aussi un signe que le système de la santé ne supporte pas assez ou que c'est difficile, justement, d'accompagner ces femmes-là parce que c'est tellement abstrait un cancer, puis c'est tellement dur de parler à ton oncologue que c'est peut-être aussi un cri du cœur. Oui, c'est ça. Moi, je ne recommande pas. Je recommande de poser des questions directement aux professionnels de la santé. J'aimerais ça qu'on parle de ton rapport au temps, parce que quand on a 22 ans puis qu'on a un diagnostic comme ça, j'imagine que ça change un peu ta façon de voir, mettons, ton anniversaire. Comment est-ce que tu vis ça, une fête? Différemment. Ouais. Je te dirais que l'année dernière, c'était plus difficile parce que quand j'ai passé de 20 ans à 21 ans, parce que 21 ans, c'était la première fois que je rentrais dans un âge qui ne m'aura jamais connue en santé. Je sais pas si vous comprenez la réflexion. C'est comme 20 ans, c'est la dernière version de moi qui a été en santé. Fait que ça, c'était très chargé. Fait que cette année, c'était moins pire. Mais je dois t'avouer que c'est sûr que mon rapport à vieillir est complètement différent. Puis surtout, je trouve que les gens appréhendent de vieillir alors que moi, je souhaite que ça.
Puis j'entends beaucoup ce discours-là, soit par les filles qui les crèment, le botox, nanana. Puis honnêtement, si tu veux en faire, vas-y, mais c'est vraiment cool d'avoir des rides. C'est vraiment cool de voir sa face avec des rides parce que moi, ça se peut que ça m'arrive pas. Puis je suis un peu jalouse. Fait que c'est un peu... Je veux plus me laisser vieillir et me voir vieillir que je le voulais avant. Puis aussi, des fois, j'entends des personnes plus âgées dire « Ah, je suis vieux, ah, nanana », et vraiment se plaindre de leur sort. Puis moi, j'y regarde et je suis comme « Hey, honnêtement, si tu savais qu'est-ce que je ferais pas pour être à ta place. » T'es chanceux, là. Ouais. Fait que c'est vraiment... ça a complètement changé. Puis je pense qu'on est dans une ère où on ne veut pas vieillir, alors que moi, je paierais très, très cher pour me voir vieillir. Donc, ça a beaucoup changé. À 22 ans, j'imagine aussi que tu dates des fois. C'est pas sur le top de ma pile de priorités, mais c'est un autre sujet aussi qui est très confrontant. Ça va vraiment être le mot de la journée. Mais veux pas, t'es très déconnecté de ce que les gens de ton âge vivent. Puis on dirait que tu as de la misère à dissocier le cancer de qui tu es. Puis j'ai l'impression que si je rentre dans une date ou quoi que ce soit, c'est comme quand tu acceptes la mise à jour de comme Apple, il faut que tu lises les terms and conditions. Les petits caractères. Oui, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des petits caractères, mais en même temps, comme le cancer n'est pas ma personne, mais je vis avec le cancer tous les jours et c'est pour le reste de mes jours, donc c'est très difficile à aborder. Puis comme Salomé l'a mentionné un peu plus tôt, c'est très confrontant aussi parce que mon corps a changé et mon corps est devenu très médical. Veux pas, la poitrine est quand même très sexualisée dans la population et moi, ma poitrine, je l'ai montrée à plein de docteurs de 50 ans de façon quotidienne même, je te dirais. Donc, c'est dur justement de retrouver une sensualité dans un corps qui est devenu purement médical dans les 2 dernières années. Et en plus de ça, moi, je suis hautement immunosupprimée avec les médicaments que je prends. Donc, j'avoue que j'ai un peu une petite peur de justement cette intimité-là et tout. C'est ça, tu disais récemment sur TikTok que tu as pogné un petit virus d'automne et que tu as fini à l'hôpital. Exactement, parce que du moment où tu fais de la fièvre quand tu es immunosupprimé, il faut que tu es à l'urgence. Parce que si tu prends une infection, ton corps peut moins se débattre. J'ai pris la COVID comme une bonne boomer en 2025. J'ai pris la COVID. Ouais, on dirait que je pensais que ça existait. Non, c'est vraiment ça m'a bien rentré dedans. Ça a été vraiment ça m'a gardé humble pendant une semaine, je te dirais. Une vraie COVID, ça fesse. Mais ouais. Fait que si t'es pour m'embrasser, peux-tu te gargariser avec du peroxyde 24 heures avant, s'il te plaît? Est-ce que tu portes le masque? Je le porte dans les transports en commun, oui. Je le porte dans les transports en commun, dans les foules. Je me lave beaucoup les mains. Je partage pas de verre avec les gens. J'avoue que mes amis, que j'aime beaucoup, savent, quand ils sont malades, de me le dire et de me laisser faire le choix de est-ce que je vais ou non à l'événement ou est-ce que je vais chez eux ou non. Donc, je pense que les gens qui même comprennent la situation et maintenant, je les ai bien éduqués aussi à m'avertir et tout. Mais puis la COVID, ça a éduqué plein de monde par rapport à ça aussi. Non, vraiment, mais je pense qu'il y a aussi une écœurantite que le monde se sont tannés. Des fois, je suis comme, si t'es malade, reste chez vous, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Fait mais c'est d'essayer de naviguer dans tout ça. Puis je dois t'avouer que c'est quand même une grosse charge mentale, ce genre de petits trucs-là, d'être immunosupprimé et tout. Vu, mon quotidien est redevenu très normal, mais ça pèse, ce genre de petites affaires-là tout le temps, de comme quand on est dans une foule, je le sens dans mon petit cœur, je suis comme, j'aime pas ça, il y a quelqu'un qui tousse derrière moi, là, je comme, Mais bon, c'est moins lourd que ça a été, mais ouais. Est-ce que tu vas à l'école, Est-ce que tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. À quoi ça ressemble ton quotidien maintenant? J'ai jamais arrêté l'école dans mon diagnostic. J'ai continué à temps plein. Je suis à l'UQAM. J'habite chez mes parents. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance quand tu es malade d'habiter chez tes parents. Ça, c'est l'avantage d'être diagnostiqué jeune. Tu as quelqu'un chez qui tu peux dormir et qui va te faire à déjeuner. Mais oui, je suis aux études à temps plein. Puis pour l'instant, c'est pas mal ça. Mais je continue à m'impliquer et tout. Je suis à l'UQAM en communication. Donc, c'est ça. Tu as même voyagé cet été avec ta mère? Oui, j'ai voyagé pour la première fois. Je suis comme vraiment partie à l'étranger. Ça aussi, c'était très épeurant quand on a planifié le voyage. C'est toute la notion de se projeter, comme tu mentionnais, de vieillir et tout. C'est dur de se projeter au-delà de ton prochain scan, si on veut. Puis moi, j'ai des scans aux 3 mois. Fait que j'ai l'impression qu'à chaque 3 mois, ma vie peut peut-être prendre un autre tournant, si j'ai des mauvais résultats. Mais c'est d'essayer de comme se jeter de plus en plus dans le vide puis d'essayer de se faire des projets. Mais c'était très... ça faisait peur au début quand on m'a proposé le projet, mais en même temps, je suis super reconnaissante puis j'ai eu un vraiment beau voyage. Fait que je m'empêche pas de rien vivre, mais
il y a des petites anxiétés de plus au quotidien. Puis justement, est-ce que ça te craint ou est-ce que ça te freine d'avoir l'impression qu'il y a comme un timer ou que tu as moins de chances que les autres de te rendre, tu sais? Mais de se rendre où, honnêtement? Mais oui et non. Je te dirais que des fois, j'aurais tendance à me freiner parce que je suis comme... Ah ben je peux pas ça parce que je suis immunosupprimée, nanana, mais j'ai vraiment je le nomme ces inquiétudes-là, puis j'ai vraiment une belle gang qui m'entoure qui me permet de comme, hey non mais Eve, on va te trouver des projets et tout. Fait que je continue à avancer, mais juste de petit projet en petit projet, parce que c'est ça le défi, là, quand tu reçois un trop gros diagnostic, c'est de pas être immobilisé dans le temps puis de continuer à avancer. Puis ça me craint pas, puis il y a des gens qui m'ont dit, hey, est-ce que tu es en mode bucket list, nanana? Ben, de un, mon timer, c'est pas non plus un sablier d'une minute dans un jeu de société, là. On n'est pas encore là, au moins de ce que je sache. Puis, moi, ce que je trouve important, c'est juste de continuer à vivre au même rythme que tout le monde. Je trouve que mon diagnostic, ça a fait que j'ai comme un peu vécu en parallèle des gens de mon âge pendant un certain temps. Et c'est pour ça que l'école, ça m'a fait vraiment du bien, parce que ça m'a rattaché à un quotidien plus normal pour quelqu'un de mon âge. Puis, ben là, c'est la même chose, si j'allais me mettre en mode crinqué puis je fais des bucket lists et tout, ben là, encore une fois, je me retrouverais dans un monde parallèle de ce que les gens de mon âge vivent, de ce que mes amis vivent. Puis moi, à la fin de la journée, j'ai juste le goût de comme grandir puis vivre la vie avec mes amis puis ma famille puis de juste continuer à vivre. Fait que, c'est sûr que comme j'ai goût de comme plus en profiter dans certains moments, mais je suis pas non plus, hey, demain, il faut que j'aille sauter en parachute, là, faut que ça soit fait, là. Fait que... Mais ça met une pression, là, j'imagine, aussi, de vivre comme ça. Exactement. Chaque minute compte, c'est un peu extrême. Ouais, non, exactement. J'ai vraiment juste le goût d'aller à l'école chaque matin comme tout le monde, puis de comme vivre un quotidien qui se rattache à celle d'une fille de 22 ans. C'est ça, dans ces moments-là, la banalité devient tellement intéressante, là. C'est tellement bien dit. C'est ça. Pour terminer, je me dis qu'il y a peut-être des jeunes femmes qui nous écoutent qui ont un cancer du sein. Est-ce que tu leur conseillerais, pour mieux vivre avec le diagnostic, d'être réaliste ou optimiste? Ça, c'est vraiment Je recommence. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très difficile à gager. Parce que je pense que ne serait-ce que par comment les gens t'approchent. Les gens veulent être positifs pour toi. Les gens veulent vraiment, ils veulent être comme, non, mais ça va bien aller. Parce qu'ils veulent, eux, se dédouaner du malaise que ça leur crée que tu vives une situation aussi intense. Fait que des fois, je suis comme, non, mais oui, ça va bien, mais ça ne va pas bien aller. C'est comme, des fois, il faut que je ramène les gens, puis j'ai peut-être été très crue dans les premiers moments, mais ça fait que maintenant, là, les gens ont la bonne tonalité avec moi. Moi, je pense que, admettons que, c'est un podcast, mais ça va être très visuel, mais en même temps, tu as une ligne, c'est le réalisme, en dessous, tu as le pessimisme et au-dessus, tu as l'optimisme. Il faut que tu sois juste un petit peu au-dessus du réalisme vers le optimisme, mais je pense qu'il faut que tu comprennes ta maladie, parce qu'à un moment donné, si tu tombes dans la délusion, tu deviens genre des loulous, vraiment du bon Gen Z. En tout cas, du bon Gen Z slang. Mais ouais, faut vraiment que tu peux vraiment facilement tomber dans des gens qui vont abuser de toi. Puis il y a beaucoup de gens qui abusent des gens qui sont chroniquement malades parce qu'ils profitent de l'espoir dont ils ont besoin un peu. Puis aussi, je pense que faut que tu sois positif. Puis je le suis vraiment. Fait que je pense que les gens s'attendent à ce que je sois full optimiste parce que je ris puis tout. Mais à la fin de la journée, je comprends mon diagnostic. Puis je pense que c'est ça qui est important pour ensuite prendre pour bien organiser ta vie puis vraiment embarquer dans des projets qui sont justement réalistes parce que sinon tu vas te retrouver à être déçu. Mais l'espoir fait vivre, fait qu'il faut que tu craignes un petit peu l'espoir à travers tout ça. Mais c'est un équilibre qui est changeant et qui va s'adapter et que je vais devoir travailler là-dessus au long de toute ma vie, je pense. Eve, merci tellement d'avoir été là. Merci, mais merci à vous. C'est intéressant. C'était super de te recevoir. Et c'est le moment où on t'éjecte de notre divan. On te renvoie sur l'autre divan. Merci d'avoir été là. Merci tellement. Wow, quelle belle entrevue. Sérieux. Vas-y d'abord ou quoi? Qu'on est enregistré? Oui, j'aimerais te parler de mon contenu enregistré. Moi, cette semaine, c'est un bop que j'ai écouté tout l'été. C'est une chanson à répondre écrite par Miss D, une enseignante de 4e année du primaire aux États-Unis qui commence chaque journée avec ses élèves comme ça. Dans le fond, elle a créé une tune pour ses élèves, une chanson à répondre chaque matin où elle dit qui est prêt à apprendre? Puis là, tous les enfants, ils disent moi, je suis prêt à apprendre. Wow! Puis là, ils répètent ça comme ça, puis elle a fait plusieurs tunes, puis elle est un peu virale sur TikTok en ce moment, puis je la trouve juste tellement cool et c'est très rentré core.
Ben, je suis allée visiter une école récemment pour ma fille et il y avait une classe dans laquelle il y avait un genre de moment comme ça. Ah oui? On aurait dit que c'était stagé, mais c'est vrai. Clairement, il faisait ça tous les matins. Il chantait pour commencer la journée? Il chantait avec la prof en avant qui tapait des mains. Ça avait l'air tellement le fun. Moi, ça me parle. J'étais comme, je veux cette école, tu sais. Ah. Moi, je suis ailleurs. Je te partage cette vidéo de la police classiste de la langue. J'ai adoré ce TikTok, mais je te fais écouter, tu m'en redonnes une nouvelle. C'est quoi le mot que les gens prononcent pas bien qui vous fait grincer des oreilles à chaque fois? Puis là, ici, je parle pas de faute de français ou de faute d'accord comme si j'aurais. Je parle vraiment de la prononciation d'un seul mot. T'en as-tu? OK, mais moi, je trouve ça juste drôle qu'elle dise... l'expression, c'est pas grincer des dents et non grincer des oreilles? Oui. Elle fait la police du vocabulaire, mais après ça, elle se trompe. Le premier commentaire je trouve ça drôle. est le monde qui dit grincer des oreilles au lieu de grincer des dents. C'est tellement drôle, non? C'est ce que je me disais. Fait que moi, ce serait ça, vois-tu? C'est ça? T'en as pas? T'as pas genre des trucs que les gens disent qui disent tout croche? Eh bien, j'ai ma tante, ben ça me fait rire, là, ça me fait pas grincer des oreilles, mais ma tante, elle dit aussi plutôt que dire aussi. Mettons, je suis aussi allée à l'épicerie. C'est une drôle de façon de prononcer ce mot-là. Moi, ça me fait rire. OK, moi, j'en ai deux. Ben, j'ai premièrement les gens qui disent « elle sent bonne ». Elle sent bonne. Ça, c'est une faute d'accord, mais ça m'énerve. C'est vraiment celle qui m'énerve le plus. Et je sais que ça se dit, apparemment, ça se dit, mais les gens qui disent « août » pour le mois d'août, ça m'énerve. Le mois d'août? Août ou août, c'est genre... Prononcer toutes les lettres. Tu as trop prononcé de lettres. Oui, ce n'était pas nécessaire. Ben, c'est dit. Ouais, fait que je voulais... C'est ça. Osez pas avoir un lunch beige et... je commence à avoir beaucoup de règlements. Oui, les gens ne voudront plus jouer avec moi. Un peu psychorigide. Et I am. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gab, merci Salomé et Eve d'avoir été là. Plaisir. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!